Quand on parle des Indo-Européens, de qui ou de quoi on parle vraiment? On a tous cette image en tête, un peu floue, des guerriers à cheval, venus des steppes. Nos ancêtres, quoi. Oui, une image très tenace. Aujourd'hui, on va justement déconstruire cette image, comprendre ce que la science en dit vraiment. Et c'est essentiel de commencer par là parce que le malentendu est quasi total. Le point de départ, le seul consensus scientifique, c'est que le terme indo-européen ne désigne ni un peuple ni une civilisation. Ah bon? Non. Et encore moins une race, bien sûr. Il désigne avant tout une famille de langues. C'est une catégorie de linguistes. Attendez, une simple catégorie de linguistes? Ça, c'est un sacré décalage avec l'image qu'on en a. Complètement. Donc, il faut tout de suite oublier l'idée d'un groupe humain uni, comme les Romains par exemple. On ne parle pas de gens, mais de grammaire. Dans un premier temps, oui, c'est exactement ça. On parle de mots, de structure de phrases. L'idée d'un peuple, elle, vient bien plus tard. Et c'est là que les problèmes commencent. D'accord. À la base, c'est une construction intellectuelle, un outil, si vous voulez, pour des chercheurs qui ont remarqué des choses troublantes. Des similitudes entre des langues parlées de l'Inde à l'Irlande. Et c'est ce paradoxe qui est fascinant. D'un côté, une définition scientifique très prudente, Oui, et de l'autre, un imaginaire collectif qui s'est complètement emballé. C'est ce grand écart qu'on va explorer, en commençant par le tout début. Comment cette idée a-t-elle pu naître? Alors justement, revenons à la source. Comment est-ce que cette idée, un peu folle, d'une grande famille de langues a pu émerger? Ça se passe quand? on est à la fin du XVIIIe siècle. C'est une période d'effervescence intellectuelle. L'Europe explore le monde. Et des savants, notamment des juristes britanniques en poste en Inde, se mettent à apprendre le sanskrit. C'est la langue sacrée des textes hindous anciens. Et là, c'est le choc. Le choc. Ok. Qu'est-ce qui les frappe à ce point? Ils réalisent que le sanskrit ressemble de manière stupéfiante aux langues qu'ils connaissent par cœur, le latin et le grec ancien. D'accord. Et il ne s'agit pas de quelques mots empruntés, comme on en trouve partout. Non, là, les correspondances sont profondes, elles sont systématiques. C'est-à-dire? Ça touche au cœur de la langue. Le vocabulaire de base, les chiffres, la famille, le corps, mais aussi et surtout la grammaire. Les déclinaisons, les conjugaisons, c'est beaucoup trop régulier pour être une simple coïncidence. Donnez-nous un exemple marquant qui permet de vraiment sentir cette parenté. Le plus célèbre, c'est le mot « père ». En latin, on a « pater ». En grec ancien, « pater ». Oui. En sanskrit, « pitre ». On entend cette structure, PTR, qui traverse les langues, les siècles. C'est vrai que c'est frappant. Et c'est pareil pour mère. Mater en latin, meter en grec. Pour le chiffre 3, tres en latin, treis en grec, traias en sanskrit. On pourrait en citer des dizaines. Face à ça, l'hypothèse du hasard ne tient plus. On entend littéralement un air de famille. Une sorte de signature commune. La conclusion logique, j'imagine, c'est qu'il doit y avoir un ancêtre commun. C'est exactement la déduction des linguistes de l'époque. Et c'est une véritable révolution. Ah oui? Oui, ils postulent l'existence d'une langue mère, une langue aujourd'hui disparue dont toutes ces langues ne seraient que les descendantes. Une proto-langue. Et cette proto-langue, on lui a donné un nom, j'imagine. Oui, on l'appelle aujourd'hui le proto-indo-européen. Proto pour dire qu'elle est à l'origine, qu'elle est première. C'est le point de départ théorique de toute cette famille. D'accord, l'idée d'une langue mère est posée, mais la question qui vient tout de suite, c'est est-ce qu'on a la moindre trace matérielle de cette langue? Une inscription, une tablette d'argile, quelque chose? La réponse est simple et catégorique. Non. Zéro. Zéro. Absolument aucune. Le proto-indo-européen est une langue fantôme. Elle n'a jamais été écrite et par définition, aucun chercheur ne l'a jamais entendue. Elle n'existe dans aucune archive, sur aucun monument. C'est fou. On parle d'une langue qui a potentiellement façonné une bonne partie du monde, mais personne ne l'a jamais vue. Comment on peut la décrire alors? Alors, on se base sur ce qu'on appelle la méthode comparative. C'est un travail de détective, en fait. D'accord. Les linguistes prennent les langues filles qu'on connaît, le latin, le grec, le sanskrit, mais aussi le gothique, le vieux slave, et ils les comparent. En appliquant des lois de changement de son très régulières, ils remontent le temps. Ils déduisent en quelque sorte.
C'est ça, ils déduisent à quoi devait ressembler le mot originel pour expliquer toutes les formes qu'on observe plus tard. Donc, il faut bien insister là-dessus, le proto-indo-européen, ce n'est pas un trésor archéologique qu'on a déterré. Absolument pas. C'est un modèle scientifique, une reconstruction intellectuelle, une hypothèse de travail. C'est exactement ça. C'est une hypothèse extraordinairement puissante qui explique des milliers de correspondances, mais ça reste un modèle théorique. Ce n'est pas un vestige, comme un vase ou une ruine. Et cette reconstruction, aussi brillante soit-elle, nous amène à la question suivante, la plus vertigineuse. Oui, une fois qu'on a reconstruit la langue, même de manière hypothétique, on est obligé de se demander... Qui l'a parlé? Qui l'a parlé, exactement. Si cette langue a existé, des gens l'ont eue comme langue maternelle. Et c'est là qu'on quitte la linguistique pure. Et qu'on entre dans l'histoire humaine. Et le raccourci semble évident. Une langue commune, donc un peuple commun. Mais est-ce que partager une langue, ça veut automatiquement dire qu'on appartient au même peuple? C'est vraiment la question clé, je crois. Celle qui fait tout basculer. Parler la même langue, est-ce que ça veut dire former un seul et même peuple? Et la réponse de toutes les sciences humaines est un non, mais un non retentissant. D'accord. Une langue, ce n'est pas un marqueur biologique. Ce n'est pas dans nos gènes. C'est un fait culturel, un logiciel qu'on acquiert. On l'apprend. On l'apprend, on la transmet, on l'adopte, parfois on nous l'impose. L'histoire est pleine de populations qui ont changé de langue sans être remplacées physiquement. On peut prendre un exemple plus proche de nous, peut-être, le latin. On ne s'imagine pas un peuple proto-romain unique qui serait l'ancêtre de tous les Français, Espagnols, Italiens. C'est l'analogie parfaite. Et elle montre bien le piège à éviter. Le latin, à l'origine, c'est la langue d'une toute petite région d'Italie. Oui, le latium. Voilà. Avec l'Empire romain, elle se diffuse sur des territoires immenses, parlés par des dizaines de peuples différents. Des Gaulois, des Ibères, des Daces. Qui n'ont pas été exterminés et remplacés par des Romains. Ils ont juste adopté la langue du pouvoir, du commerce. Exactement. Ces peuples ont adopté le latin, ils l'ont fait évoluer chacun à leur manière, et ça a donné les langues romanes. Personne de sérieux ne cherche un gène commun à tous les locuteurs de langue romane. On comprend bien que c'est un processus culturel. Donc, si on applique ce modèle au cas indo-européen, ça change tout. Ça change toute la perspective. Ça nous oblige à admettre que la diffusion du proto-indo-européen, même si elle a été massive, ne prouve en rien l'existence d'un peuple homogène à l'origine. D'accord. Donc, le concept de peuple indo-européen au sein d'une entité ethnique, biologique, c'est scientifiquement trompeur. C'est un anachronisme. Mais alors, on a quand même du mal à imaginer une langue qui se diffuse toute seule. Pour le latin, il y avait bien les légions, les colons. Il faut bien que des gens bougent, non? C'est tout le cœur du débat. Elle ne voyage jamais seule, bien sûr, mais le véhicule, ce n'est pas forcément une invasion massive. Ça peut être la diffusion d'une technologie, d'une religion, d'un modèle social prestigieux, porté par une élite, même minoritaire. Et c'est pour comprendre ça qu'il faut sortir de la linguistique pure. Précisément. Justement, si la linguistique nous a menés jusqu'à ses propres limites, vers qui on se tourne maintenant? On se tourne vers les disciplines du terrain. D'un côté, l'archéologie, qui étudie les cultures matérielles. Les objets, les tombes. C'est ça. Et plus récemment, vers la paléogénétique, qui analyse l'ADN ancien. On passe des mots aux choses et aux os. On fait entrer la police scientifique en quelque sorte, mais est-ce qu'elles ont la réponse? Un archéologue peut faire parler une poterie? Un généticien peut savoir quelle langue parlait un individu? Et vous mettez le doigt sur la difficulté. Chacune apporte des pièces au puzzle, mais aucune n'a la solution complète. Il faut être très prudent. D'accord. L'archéologie, par exemple, elle identifie des cultures basées sur des styles de poterie, des rites funéraires. Mais un style de poterie qui se diffuse, ça ne veut pas dire qu'un peuple se déplace. Ça peut être une mode, un commerce. Une tombe ne nous dit pas la langue du défunt. Et pour la génétique, elle a fait des progrès spectaculaires, on la présente souvent comme la clé de tout. La génétique a révolutionné notre compréhension des migrations préhistoriques, c'est vrai. On peut tracer des filiations, voir des populations bouger et se métisser. C'est un outil incroyable. Mais, et c'est un mais capital, l'ADN ne contient aucune information sur la langue ou la culture. On peut avoir le génome complet d'un homme de l'âge du bronze, on ne saura jamais les mots qui sortaient de sa bouche. c'est un point essentiel. On a tendance à voir ces trois choses, les gènes, les objets et la langue, comme un bloc.
Mais en fait, non. Pas du tout. Le risque, c'est de vouloir à tout prix les faire coïncider. De dire cette poterie égale cette signature génétique égale cette langue. Ce qui produit des récits très simplistes. Exactement. Des histoires d'invasion pure et dure qui sont souvent fausses. La bonne démarche, c'est de faire dialoguer ces disciplines, de croiser leurs données, mais en acceptant qu'elles ne racontent pas toujours la même histoire. Il faut accepter les zones d'ombre. Malgré toutes ces précautions, toutes ces nuances, le sujet des Indo-Européens continue de fasciner. Pourquoi est-ce qu'un sujet aussi technique déchaîne autant de passion ? Je crois que c'est parce qu'il touche à quelque chose de très profond, d'universel. La quête des origines. Se demander d'où vient notre langue, c'est une autre façon de se demander d'où venons-nous. C'est une question sur la transmission, la mémoire. Les Indo-Européens offrent un récit des origines à une échelle quasi continentale et ça a quelque chose de vertigineux. Mais cette fascination, elle a aussi un côté plus sombre. Comment est-ce que cette quête a pu être instrumentalisée ? C'est le revers de la médaille, oui. Dès le 19e siècle, cette découverte linguistique a été sortie de son contexte pour être injectée dans des idéologies. En faisant l'amalgame qu'on vient de dénoncer. Précisément, en confondant langue, culture et biologie, via la notion pseudo-scientifique de race, certaines idéologies ont forgé le mythe d'un peuple originel, arien, pur, supérieur, conquérant. L'ancêtre idéal des nations européennes. Voilà. Et ce mythe a servi de justification à des politiques bien réelles. Évidemment. Le nationalisme, le colonialisme et, dans sa version la plus monstrueuse, les théories racistes et l'antisémitisme. C'est une caricature de la science. Ces idéologies ont pris les données qui les arrangeaient, en ont ignoré d'autres et ont plaqué des jugements de valeur supérieure, inférieure, sur des faits linguistiques. C'est une perversion totale de la démarche. Face à cet héritage, il est important de clarifier notre position ici. Le but n'est pas de faire l'éloge d'un groupe. Absolument. Notre démarche est claire. Étudier n'est pas glorifier. Comprendre les mécanismes de diffusion d'une langue ne revient pas à justifier les dominations qui ont pu exister. D'accord. Le but est purement analytique. Comprendre comment des structures culturelles, des langues, des mythes, des modèles sociaux se transmettent, se transforment sur le temps long. On cherche à comprendre des processus, pas à se trouver des ancêtres idéaux. Pour conclure alors, revenons à notre point de départ. Si on nous demande qui sont les Indo-Européens, qu'est-ce qu'on peut répondre maintenant ? On peut répondre que ce n'est pas un qui, mais un quoi. C'est-à-dire ? Les Indo-Européens, ce n'est pas un peuple qu'on pourrait identifier. C'est d'abord une parenté de langue attestée par la linguistique. Et par extension, c'est l'ensemble des questions scientifiques, complexes et passionnantes que cette parenté soulève. Un champ de recherche, en fait. C'est ça, un champ de recherche qui mobilise linguistes, archéologues, généticiens, historiens, dans un dialogue parfois vif, mais toujours fécond. D'accord. Le mythe du peuple unifié est déconstruit, le cadre est plus clair, mais aussi plus complexe. Alors, que nous reste-t-il à explorer pour avancer ? Où cherche-t-on les indices concrètement ? Maintenant que la base est posée, il faut se plonger dans les scénarios, aller voir les hypothèses sur le terrain. Les chercheurs ont proposé différents foyers d'origine, différents modèles de diffusion. Il faut examiner les données archéologiques et génétiques. Voilà. Et ces dernières années, c'est vrai, tous les regards se tournent vers les régions en particulier. Les steppes, au nord de la mer Noire. Entre l'Ukraine et la Russie actuelle. C'est exact. La prochaine étape de notre enquête nous mènera là-bas. On va s'intéresser de très près à une culture archéologique qui a émergé dans cette région à l'âge du bronze, la culture Yamnaya. Yamnaya. Oui. Et depuis une vingtaine d'années, la convergence des données archéologiques et surtout génétiques sur cette culture a complètement révolutionné la discussion. Parfait. Alors, la prochaine fois, on quitte les mots pour les preuves matérielles. On quitte le laboratoire pour aller sur le terrain. Exactement. On va parler de tombes sous des tumulus, les kurganes. On va parler de chariots, d'élevage, de mobilité. C'est l'archéologie en dialogue serré avec la génétique qui va prendre le relais pour nous faire avancer dans cette enquête.